Je souhaite, en profitant de la présence de Paul de Lapanouse, de Raoul de Lapanouse, rappeler que leur père, Antoine de Lapanouse, a été président du syndicat, évidemment ça remonte à quelques années, qu'il a été un grand président et qu'il était un grand forestier parce qu'il a même publié des travaux forestiers. C'est légitime de temps en temps de rappeler ce qu'ont fait nos anciens ou nos grands anciens. Lui a succédé Pierre Schilge, dont le fils Daniel est administrateur aujourd'hui. Bon, je vais arrêter là l'historique, mais je voulais vous en dire un petit mot. Je voudrais saluer également tous mes collègues administrateurs du Centre régional de la propriété forestière. Je dis administrateurs, en fait maintenant c'est conseillers. Merci de leur présence. Pourquoi ces conseillers et puis administrateurs? Je vais y revenir dans un instant, parce qu'au départ, les CRPF, Centres régionaux de la propriété forestière, ont été créés. Ils étaient chacun autonomes, il y en avait 17 en France. Ils étaient rassemblés en une association nationale des CRPF. Et puis, une modification récente liée à la simplification de l'administration a fait que l'établissement public a été le CNPF central, présidé aujourd'hui par Antoine Damécourt, que vous avez entendu tout à l'heure, et les CRPF sont des délégations de ce CNPF central. Ce qui fait que j'arbore à la boutonnière une marque CNPF et non pas CRPF. Voilà, je voudrais dire aussi, on va y revenir, qu'on est trop peu sur le terrain. Il y a Virginie Lemel, que j'ai citée tout à l'heure, qui est sur le terrain au titre du CRPF. À côté de Virginie Lemel, je vois François Cagnot, qui est sur le terrain au titre, certes, de la coopérative, mais je ne fais pas de publicité aujourd'hui pour la coopérative, les coopératives. Mais il est également au titre de la Chambre d'agriculture, donc mi-coopérative, mi-chambre d'agriculture. Et sachez, enfin, tout le monde connaît François Cagnot, je pense, et ça, la qualité de son conseil, sachez que de toute façon, on est loin d'être assez nombreux sur le terrain dans le domaine forestier. Alors venons-en au plan régional de la forêt et du bois. Je ne vais pas vous redire ce qui a déjà été dit. La présentation faite au départ par Pierre-Emmanuel Savat cadre bien la cascade, plan national, plan régional, et derrière les SRGS, c'est-à-dire les schémas régionaux de gestion sylvicole, qui prennent la suite des orientations régionales de production de l'an 2000, et les SRGS, qui sont le cadre de nos documents de gestion, c'est-à-dire des plans simples de vos documents de gestion, les plans simples de gestion, les règlements types de gestion et les codes de bonne pratique sylvicole. Donc vous voyez bien la cascade, et chacun doit être, enfin il y a une cohérence entre chacun de ces documents. Je rappelle au passage aussi que dans vos plans simples de gestion attestent que vous avez une gestion durable. Néanmoins, il est important de doubler, si je peux dire, cette attestation par l'affirmation d'une certification de la gestion que nous avons avec notre schéma PEFC. Et donc surtout, soyez adhérents de PEFC. Un mot sur les volumes. Dans notre centre de propriété forestière, qui est Île-de-France Centre, vous avez vu l'Île-de-France, on a 260 000 hectares de forêt. En forêt privée, on en a à peu près 180 000, 170 000. Vous avez vu d'ailleurs la difficulté de statistique qui a été exposée par Pierre-Emmanuel Savat. Et dans le centre, on en a quelque chose comme 800 000, ce qui fait en gros 1 million d'hectares entre les deux régions de forêts privées dont s'occupe l'ensemble du CRPF et des techniciens. Le volume des plans simples de gestion, sur l'ensemble, c'est 5 139 qui sont réalisés ou qui ne sont pas réalisés. Quand ils ne sont pas réalisés, on est sous régime administratif, mais l'enveloppe des plans simples de gestion, c'est 5 139. Sur la partie Île-de-France, dont vous repérez qu'elle fait à peu près 20% de l'ensemble, eh bien, le volume, c'est à peu près 750 plans simples de gestion. On a évidemment un peu de plans simples de gestion qui ne sont pas rédigés, d'autres entre deux
entre un plan qui se termine au bout de 10, 15 ans, 20 ans, un plan qui se termine et un nouveau, il y a quelquefois un temps de latence. Et puis, on a des irréductibles qui ne ressentent pas le besoin de rédiger un plan de gestion ou d'en déposer. Et à cela, je veux dire que faites attention, parce que d'abord, vous n'avez pas de documents objectifs vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre famille, vos successeurs, de la gestion. Et puis, deuxièmement, peut-être vous avez des avantages fiscaux à un moment ou à un autre. Et si jamais c'est le cas, surtout, ayez un document de gestion. Dans la mesure où vous êtes propriétaire de plus de 25 hectares. En dessous, c'est le plan de gestion volontaire. Le plan de gestion, il est rédigé conformément au schéma régional de gestion sylvicole, c'est ça qu'on va modifier. Et aujourd'hui, nous allons rédiger ce SRGS, et ce sont les premiers que nous rédigeons depuis justement ce que je disais tout à l'heure, les premiers que nous rédigeons depuis que le Centre régional de la propriété forestière n'a plus sa véritable autonomie par rapport à l'échelon national. Et donc, alors auparavant, d'un CRPF à l'autre, les schémas qui encadrent les plans simples de gestion étaient très différents en volume, très différents en préoccupations. Bien sûr, le territoire n'est pas le même, et très différents même en préconisation. Là, pour y comprendre quelque chose, pour nous aider, le CNPF, le Centre national, nous a donné des orientations, un cadre, des orientations qui donnent des indications d'une part sur le contexte réglementaire, qui fixent le plan et la nomenclature et une partie de vocabulaire. Vous entendiez tout à l'heure Antoine Damécourt dire que le vocabulaire n'était pas le même partout, et qui fixe aussi un cadre pour les méthodes de gestion préconisées qui se traduisent par ce qu'on appelle des itinéraires sylvicoles, ce qui va être une découverte, c'est-à-dire comme ça tout le monde parle le même langage, des itinéraires selon le mode de gestion qu'on va appliquer parcelle par parcelle. Qu'est-ce que nous pensons de la rédaction du plan régional forêt-bois? Nous y avons participé, je ne vais pas y revenir parce que je ne vais pas allonger pour ne pas redire les mêmes choses, mais nous en pensons beaucoup de bien, comme les autres. Voilà, je vois Pierre-Emmanuel Savat qui est soulagé. Nous en pensons beaucoup de bien, d'une part parce qu'on a participé à l'élaboration, mais quand on participe à l'élaboration, on est avec un certain nombre de parties prenantes qui ont des préoccupations divergentes, des intérêts divergents. On a la société civile, on a les écologistes, on a tout ce monde-là. Et évidemment, on a des discours qui ne sont pas forcément celui des autres. Et il s'est agi ensuite de faire la rédaction, de mettre en phase, en cohésion, l'ensemble des discours, et puis derrière, dans nos réactions, de les prendre en compte ou de ne pas les prendre en compte. Et on a avancé, d'ailleurs c'était les exercices qu'on avait fait également antérieurement depuis 2000 et même d'ailleurs avant, on est arrivé à rapprocher en gros les préoccupations, même si on est de temps en temps en confrontation bien sûr, et on est arrivé à ce que les commentaires qu'on a fait après ont été bien pris en compte dans la rédaction, ce qui fait qu'à la commission régionale de la forêt et du bois du mois de octobre, il me semble 7 octobre, eh bien, il y a eu une quasi-unanimité pour agréer ce document. Donc ce document, dont je vous rappelle que c'est le document cadre du schéma régional que nous allons faire après. Alors, un petit commentaire sur le plan du schéma régional. Il y a une partie descriptive et une partie prospective, si je puis dire. Descriptive, description du milieu naturel, description des forêts de la région, et puis une partie ensuite de prospective, éléments à prendre en compte pour la gestion, le milieu naturel, le changement climatique, l'équilibre forêt-gibier, enfin tout ce que vous avez pu entendre tout à l'heure, les risques aussi bien sûr. Principe de la gestion durable et les méthodes de gestion dans lesquelles nous allons, c'est ce qui va vous servir directement pour les plans simples, expliquer les traitements, les coupes, les itinéraires sylvicoles et puis des recommandations sur la desserte.
comment on a réagi devant? On peut dire que sur le plan régional, les enjeux économiques sont bien pris en compte, même s'ils pourraient être plus concrets, mais ça, peu importe, ils sont bien pris en compte. La demande sociétale est bien prise en compte et ce que je vous disais, on a réussi, ça, je ne sais pas, mais elle est à peu près mariée avec la préoccupation économique et la préoccupation du propriétaire que chacun de vous est. On affirme bien sûr que la forêt privée n'a pas la vocation à être ouverte au public. Elle peut être ouverte au public ponctuellement, elle peut à travers un certain nombre de précautions, mais ce n'est pas sa vocation. Projet de développer une filière régionale, ça a été dit par mes prédécesseurs, donc je ne vais pas insister. Évidemment, on est dans la même direction. Sur l'objectif de mobilisation supplémentaire, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, avec les 2 ou 3 années récentes où les cours du bois ont repris sensiblement, même si ce ne sont pas à des niveaux suffisants, où ils ont repris sensiblement, eh bien, on a vu que la mobilisation s'est faite très largement. Et que la propriété privée a suivi la demande. Alors, il y a un point un petit peu délicat qui est l'équilibre sylvo-synégétique. C'est un point qu'on va aborder dans une commission ad hoc. C'est un point qui va rester, enfin, dont on s'attend à ce qu'il reste difficile. Pourquoi il est difficile? Déjà, le propriétaire, il est un peu schizophrène, puisque on sait bien ce que ça représente. Et deuxièmement, le chasseur, comme dit Xavier Pes, mais il a besoin de la forêt, il n'a pas besoin des forestiers. Donc il ne voudrait pas le forestier, il veut la forêt. Et il est difficilement perméable au discours de sylviculture. Alors que le sylviculteur, il est perméable au discours du chasseur. Donc, vous voyez, il y a un peu une inégalité dans la discussion. Et là, on voit à chaque fois que quand on a des réunions avec les chasseurs, je suis chasseur moi-même, hein, donc je ne me mets pas en position frontale. Quand on a des réunions, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à parler le même langage. Bon, alors ça, il va falloir qu'on avance dans ce domaine parce que c'est fondamental. Je vais terminer en disant que sur la mobilisation territoriale, il y a le projet de schémas locaux de développement forestier qui nous paraissent être des bons projets et sur lesquels on va pouvoir capitaliser. Il faut qu'on passe les discours, il faut qu'on passe les discours de desserte locale et de desserte sur les routes. Et puis, nous voudrions aussi, ça a été également dit, que puisse se créer, avec l'appui de la région, parce qu'évidemment, autrement, on n'y arrivera pas, puisse se créer un pôle, ou des pôles économiques industriels en Île-de-France ou en bord immédiat d'Île-de-France, enfin, si possible en Île-de-France, pour conforter ou démarrer ou reprendre un petit peu la filière. Je termine en disant quand allons-nous rédiger ces schémas régionaux de gestion sylvicole, parce que c'est le CRPF qui les rédige. On les rédige conformément, enfin, de façon à ce qu'ils soient conformes au document, au plan régional forêt-bois, excusez-moi, je cherchais le mot. On ne va pas attendre la fin de la procédure du PRFB, qui en fait la fin, c'est fin d'année 2019, puisque maintenant on a en gros le schéma. Donc dès cette année, assez rapidement, nous allons démarrer cette rédaction de nos schémas. Voilà, je ne sais pas si j'ai été à peu près clair.